Alors, en fait, on est ici dans le salon de la bibliothèque. C'est pas la bibliothèque du Volubilis, en fait. C'est, je suis au Coquetbook. La librairie anglaise. Je ne sais plus où Au suis-je. café du coup. Voilà, donc j'ai une météo intérieure qui est un petit peu compliquée. Là, j'ai vécu beaucoup de choses aujourd'hui. Donc voilà, j'essaie de me resituer pour savoir où je suis dans la carte de ma vie. Je suis barrée, c'est à cause de vous. Donc je suis avec Salima Zerouane qui est psychologue, thérapeute. Et je suis avec Manon Jean qui nous vient tout droit du Québec, qui est, alors tu es dans la thérapie, mais dans une approche plus corporelle. Donc là, on a une approche plutôt mentale, une approche corporelle, massothérapeute. Et tu as développé un outil qui s'appelle la météo intérieure. Voilà. Et donc, je suis en train d'essayer de m'y retrouver dans ma météo. Alors, on avait une petite carte qui expliquait... elle est là. Elle est là. Donc, cette petite carte nous explique cet outil que tu as travaillé, sur lequel toi, Salima, tu aimerais travailler ici à Bruxelles, dans certaines écoles. Donc là, en fait, si on s'y retrouve, c'est grosso modo tous les temps qu'on peut avoir dans sa vie. Alors, on a les nuages, la pluie, l'arc-en-ciel, l'orage, le vent, la tornade, le froid, le soleil. C'est pour qui, ça? Au début, l'outil avait été créé pour les enfants, mais de plus en plus, je travaille ce projet-là, ça fait déjà 12 ans, je me rends compte que c'est aussi pour les adultes. Donc, beaucoup d'adultes ont besoin de prendre conscience de leur météo intérieure, surtout s'ils veulent en parler aux enfants. Parce que cet outil-là est un outil de lâcher prise, justement, sur une météo qui serait, entre autres, le soleil. Parce qu'on veut beaucoup être dans le soleil. On veut tout le temps être dans le soleil, mais en fait, on ne peut pas être tout le temps dans le soleil. C'est un de tes messages. Un de mes messages qui est très important, d'apprendre à vivre tous les météos, autant les confortables que les inconfortables, agréables ou désagréables, et faire en sorte que lâcher prise sur le soleil, c'est de sentir que de plus en plus, je peux me sentir agréable dans la pluie, par exemple. Quand je vis une tristesse, quand je vis une émotion, si je me donne le droit de le vivre, ça me permet juste de m'épanouir à travers ce que le message veut m'apporter. Il y a une émotion, ça m'amène un message, ça m'amène surtout une connaissance sur moi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vis? Pourquoi je suis triste? En fait, une émotion, c'est un signal, Salima. Ouais, ça nous dit des choses sur nous. Et puis, ce qui est intéressant, c'est, en tout cas dans cet outil-là, c'est que ce n'est pas dans le contrôle ou dans la gestion des émotions. Ça part vraiment dans l'idée de pouvoir accueillir en fait les choses comme elles viennent et de pouvoir y travailler. Et c'est ça qui est... qui m'intéresse beaucoup dans l'outil que tu proposes, quoi. Comment accueillir l'inconfort, finalement, être dans l'inconfort. Confort dans l'inconfort, c'est ce que les profs de yoga disent. Mon prof de yoga dit tout le temps, tu as trouvé le confort dans l'inconfort. C'est vrai que c'est un mot que vous utilisez souvent, les thérapeutes, accueil. Alors, on a du mal, nous, avec notre respirationnel, à comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi, accueillir? Accueillir, c'est quelque part accepter ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ce qui se passe en nous n'est pas mauvais finalement. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport aux émotions qu'on peut avoir, que ce soit la tristesse, la colère, la honte, comme la joie. Il n'y a pas de jugement de valeur à porter sur ce qu'on ressent à l'intérieur. Ça fait partie de nous. Voilà, c'est pouvoir accompagner tout ça sans jugement de valeur, je dirais. En fait, être triste, c'est bien. Effectivement. Ça me rappelle le dessin animé Vice Versa. C'est la fille avec une grande culture thérapeutique, émotionnelle. Effectivement. Donc, c'est juste de se donner le droit. On peut-tu avoir le droit de vivre? Tu peux redire ça? J'adore. Se donner le droit. Non, t'as dit un truc avant. Tu peux-tu? C'est ça? Tu peux-tu? Tu peux-tu? Cette expression québécoise, mais c'est vrai de se donner... Tu peux-tu avoir le droit d'être triste? Je peux, effectivement, sans honte, surtout. Parce que souvent, quand on est dans des émotions dites inconfortables ou désagréables, souvent on peut trouver honteux. T'sais, on peut trouver honteux de se trouver dans... Parce qu'on a l'impression aussi que le monde émotionnel, c'est de la vulnérabilité. De sentir qu'on vit des émotions inconfortables, comme la pluie, comme le vent. C'est comme si on était vulnérable. Quand finalement, c'est une force à l'intérieur de nous qui se réveille. Quand on accepte, justement, quand on ouvre la porte à des émotions qui sont un peu plus instables, on apprend la connaissance de soi. Puis c'est là que devient cette belle résilience de vouloir continuer, de vouloir avancer. Mais il faut aussi éveiller des valeurs à lesquelles l'enfant aussi, il va s'accrocher. Si pour lui, des valeurs sont importantes comme la famille, comme les amis, il va faire des efforts aussi avec sa météo intérieure pour savoir que si une valeur importante, c'est d'avoir des amis, ben ma météo intérieure, je suis capable de l'observer parce que quand je suis dans l'orage, ben ça se peut que mes amis, si j'y tiens, je peux faire attention à ça. Donc, c'est faire en sorte que les enfants aient le droit. Moi, c'est surtout cette phase-là qui est importante. Puis qu'on donne du temps, 5, 10, 15 minutes par jour, à tous les jours, pour favoriser l'ouverture de qui je suis. Comment ça va, moi, aujourd'hui? Puis on le sait que des apprentissages en mathématiques puis
en français. Il faut être bien disposé, hein, parce que, ben oui, affectif puis cognitif, là, ça va ensemble, ça. Fait que si l'enfant, il est pas bien émotionnellement, il est pas dans un... Il va pas apprendre. Il va être dans sa tête en train de lutter, il va être dans sa tête en train de vivre plein d'émotions. Il va se saboter, se faire du mal, en plein puis faire du mal à son environnement. Oui, ben oui, c'est justement... J'ai une préado à la maison, donc je comprends. Oui, je comprends. Puis comme j'expliquais ce matin, je donnais une conférence, puis c'est ça que j'expliquais aux gens. Moi, c'est comme quand j'ai créé cette approche-là, c'était pour me libérer moi aussi. Moi, j'ai eu un passé très difficile scolaire parce que j'ai des difficultés d'apprentissage au niveau de la mémoire, au niveau de l'attention et tout ça. J'ai trouvé ça tellement difficile, justement, parce que je cadrais pas dans rien. On me demandait de performer, on me demandait d'être à l'écoute, on me demandait si, et je cadrais dans rien. Moi, je suis quelqu'un qui... J'ai pas des apprentissages qui sont linéaires. Moi, je suis quelqu'un qui a des images dans ma tête. Moi, je suis comme je suis un artiste, tu sais. Fait que moi, pour moi, être à l'école, j'ai trouvé ça souffrant puis difficile. Mais il y a tellement d'enfants aussi qui se retrouvent dans des situations comme ça, qui rentrent pas dans le cadre. On a des enfants géniaux, puis on est en train de se dire, ils rentrent pas dans le cadre, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, au Québec, il y a un grand débat sur la médication, justement, où trop d'enfants sont médicamentés. La rélatine, oui, on en parle souvent. À chaque fois, on dit, il est un peu agité, on donne de la rélatine. Oui. Mais est-ce qu'on a l'impression, en ce moment, depuis quelques temps, et toi, tu le vis sûrement sur le terrain en Belgique aussi, que de plus en plus de gens disent, mon enfant ne rentre pas dans le cadre, ou je ne rentre pas dans le cadre en tant qu'enfant. Est-ce que finalement, personne n'est dans un cadre? Parce qu'on a l'impression que, si on en suit le discours ambiant, il y a 20 ans, tout le monde était dans le cadre, et aujourd'hui, plus personne ne l'est. En fait, il y avait juste 20 ans plein d'enfants qui souffraient. C'était silencieux, quand on peut dire ça comme ça. Ce qui se passe, c'est que par rapport à l'école, c'est vrai que souvent, dans les écoles, on amène une forme d'apprentissage. Mais on sait maintenant, avec les neurosciences, qu'il y a différents types d'intelligence, qu'on appelle les intelligences multiples. Et c'est vrai que si l'enseignant, quand il est en classe, il vient avec une seule manière de voir le monde, une seule manière d'apprendre, automatiquement, il y a des enfants qui vont peut-être rentrer dans ces cases-là, et d'autres vont rester à la traîne. Mais c'est pas qu'ils sont pas intelligents, parce que je pense très sincèrement, que tous les enfants sont intelligents. Tous les enfants naissent avec des dons, avec des trésors. Mais est-ce que l'école peut arriver à un moment donné à proposer différents types d'apprentissage où chacun puisse se retrouver? Il y a l'intelligence plutôt liée à la musique, ce qu'on appelle l'intelligence musicale, où c'est plutôt par rapport au son que les enfants vont apprendre. D'autres, c'est au niveau verbal. Enfin, voilà, c'est proposer une palette, je pense, qui soit différente et multiple pour tous les enfants. Et alors, si on revient à cette météo donc intérieure, donc je prends au hasard nuages, alors j'aime bien, ennuyé, épuisé, indifférent, fatigué, boudeur, découragé. Donc ça veut dire quoi? Que l'enfant, en fait, avec cet outil-là, il dit, voilà, je me sens en mode nuage. Mais qu'est-ce que ça implique? Au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on amène le mandala, puis avec les enfants, on discute. Qu'est-ce que ça pourrait être l'émotion qui est reliée à chacune des météos? Moi, je vais te donner un autre exemple. Tu as parlé de nuageux, mais si je te parlerais, par exemple, de venteux, qui est le stress, l'énervement, l'excitation. L'anxiété aussi. Oui, il va rentrer dans le vent. Mais là, j'expose, devant les enfants, la météo du vent, qu'est-ce que ça pourrait bien être. Et là, souvent, il y a des débats qui vont se créer parce qu'il y a des enfants qui vont dire, oui, c'est le vent, c'est l'énervement, l'excitation. Et un garçon, lui, qui me dit, non. Il dit, être énervé, être stressé, c'est le brouillard. Et le brouillard, moi, il n'existe pas sur mon mandala, mais moi, je suis en train de récolter d'énormes... oui, c'est vrai, le brouillard, il n'y est pas. Oui, fait que lui, il dit, non, il dit, le stress, c'est le brouillard, parce qu'il dit, moi, quand je suis stressée, je me souviens plus de rien, je suis perdue, je suis dans le brouillard. C'est vrai, ça. Et lui, avec la météo, il a vu son brouillard, et là, il l'a dessiné, il a inventé lui-même son mandala avec ses propres météos, dont le brouillard, puis lui, il disait, ça sert à ça maintenant de respirer. Je respire un vent chaud pour faire dissiper le brouillard. C'est extraordinaire. Alors, comment on fait? On respire le vent chaud. C'est lui qui l'a inventé. C'est génial, ils sont trop forts, les enfants. À partir d'une respiration qu'on fait, qui est la respiration de la framboise ou la respiration de l'arc-en-ciel, on pourrait en faire une tantôt. Mais lui, il a créé lui-même sa propre respiration qu'il a appelée le vent chaud pour dissiper le brouillard quand il est trop dans un état émotionnellement tendu avant un examen ou avant un exposé oral ou quoi que ce soit. Lui, il l'a vu qu'il était dans le brouillard. Donc, les enfants, ce que je vois, les enfants, ils se font eux-mêmes leur plan d'intervention parce qu'ils comprennent la nature de leur esprit. Et ça, là, c'est ça qui est génial parce que, tu sais, on en a toutes eu peut-être des prises de conscience dans notre vie, mais ça fait du bien quand ça arrive, ça fait du sens. Enfin, j'ai compris qui je suis. J'ai compris cette partie-là de moi. Puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, mais les enfants en bas âge, ils ont plein d'ouvertures comme ça. Quand on leur permet. Oui, que nous, on perd avec parce qu'on a été déformés. Qu'est-ce que ça peut produire comme adulte?
les enfants comme ça qu'on n'écoute pas, qui ne savent pas gérer leurs émotions. Déjà, comme enfant, ça freine vraiment l'apprentissage, c'est prouvé ça? Quand on ne sait pas qui on est, on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas comment on fonctionne. C'est compliqué, et surtout, par rapport pour en revenir à l'école, au niveau des apprentissages, quand on est dans le brouillard, pour reprendre ton terme, quand il y a plein de pensées qui tournent et qu'on n'arrive pas à un moment donné, juste on va dire les apprivoiser, les calmer, clairement, c'est plus compliqué d'être dans les apprentissages pleinement. Et je vais donner un exemple. Il arrive parfois qu'un enfant n'arrive peut-être pas à comprendre certaines choses, mais pas parce qu'il est bête, pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est juste qu'il y a trop de brouillard, il n'est pas disponible. Donc on dit souvent un enfant qui se sent bien, c'est un enfant qui apprend bien. Donc en tout cas, permettre aux enfants déjà très très petits, et moi je pense que dès la maternelle, il faut commencer très très tôt, même à la crèche, on en parlait, leur donner ça, c'est vraiment un trésor, cette capacité à comprendre leur intériorité, à pouvoir mettre des mots là-dessus, ils garderont ça pour toute leur vie, quoi. C'est super important, ce qu'on appelle l'hygiène relationnelle finalement. L'hygiène relationnelle. Et un adulte qui n'a pas eu cette chance. Il garde ça, donc l'enfant garde ça tout le temps s'il n'a pas eu cette chance. En tant qu'adulte, il devient quelqu'un qui cherche désespérément le soleil ou qui se cache derrière l'orage. Quand tu dis un adulte qui n'a pas eu ces outils-là, moi personnellement, je les ai pas eus. Okay. Et je viens d'une super de bonne famille, là, mais le côté émotionnel, on n'en parle pas. Okay? Puis tout le primaire que j'ai vécu étant difficile, tout ça, j'ai vécu même de l'intimidation par rapport à des profs qui m'humiliaient dans la classe, etc. Moi, là, j'ai tout gardé ça à l'intérieur de moi. Mais quand mon fils a commencé l'école, puis que pour lui, ça devenait comme « wow, je vis de la tension, je vis du stress par rapport à des apprentissages », moi, là, ça fait renaître toutes ces difficultés que j'ai vécues. Confrontant les enfants, hein? C'est justement, ils nous pèsent sur, on va dire comme une expression québécoise, ils nous pèsent sur le bon bouton, sur le bon piton, pour nous montrer, hey, il y a une partie de toi là, que tu dois faire du ménage, c'est important, pour aimer, pour encore plus aimer, pour être en relation. Donc moi, ces outils émotionnels-là, je les avais pas. Puis avec mon enfant, c'est pour ça, les premières années que j'étais de mère en colère, parce que je savais pas aimer. Je ressentais pas cet amour-là à l'intérieur de moi, mais tu sais, sur le coup, tu te dis, c'est donc bien bête ou c'est donc bien triste, mais à quelque part, quelle chance j'ai eue. Parce que tu as pu... d'éveiller la conscience en dedans de moi, d'en être, de le réaliser. C'est important. Un enfant qui n'a pas eu la chance de pouvoir expliquer ou préciser ce qu'est son émotion, qu'est-ce que ça peut faire comme adulte? Bien, c'est ça. Moi, je me suis tellement vue à travers mes enfants ce qu'ils vivaient. Puis c'est pas des grandes problématiques, c'est juste le besoin de se sentir aimé, d'être reconnu, tu sais, c'est normal, là. Mais pour moi, j'ai vécu difficile quand j'étais plus jeune par rapport au niveau scolaire, parce que j'ai eu des enseignants qui ont été méchants avec moi, puis tout ça. Donc moi, provenant d'une famille où, tu sais, c'est comme ça, là, dans ma famille, on n'en parlait pas du monde émotionnel, là. Les émotions, c'était comme, on est content, puis quand on est en colère, ben on fait semblant qu'on est content. Ah oui, d'accord. Fait que la permission n'était pas vraiment là, puis je suis pas seule, là, puis mes parents, c'est des excellents parents, sauf que on donne qu'est-ce qu'on a reçu aussi, tu sais. Donc pour moi, quand mes enfants ont commencé à vivre des sensations désagréables par rapport à des choses, c'était très prenant, bien oui, surtout au niveau scolaire. Parce que moi, j'avais vécu aussi ces émotions-là. Donc, les enfants sont les meilleurs maîtres, hein, des grands maîtres pour nous aider à nous dire ça, là, maman, là, je crois que tu as un problème avec ça. Oui. Ah, c'est eux qui te le disaient? Non, mais je suis sûre qu'ils le conscientisent. C'est comme si moi, ça me disait ça. Maman, je pense que tu as un problème avec ça. Puis ce problème-là, en fait, merci la vie. Tu sais, merci à mon enfant de vivre. Tu sais, il n'y a pas d'hasard, hein, l'univers. Hein? C'est comme nos enfants. Puis les enfants, c'est la suite de ce qu'on est. Puis ils viennent nous ramener des choses. Clac, clac, c'est ici que ça se passe. Puis ils ressentent ça. Donc, pour moi, c'est important, quand je travaille avec les enfants au niveau scolaire, de voir ceux qui vivent de l'instabilité. Je suis capable d'accueillir ça à bras ouverts parce que je l'ai fait pour moi. Puis pour moi, je me dis, ça m'a donné la force d'avancer, la force de transformer plein d'inconfort en une source de pouvoir très grand. Le pouvoir d'aimer, en fait, puis d'être véritable. Puis ça, c'est grand dans une vie, puis ça peut être thérapeutique aussi, parce que la main sur l'épaule, la voix bienveillante, le regard, l'énergie qui en est dégagée,
c'est ça, en fait. Être vrai puis d'être pur aussi pour les enfants. Donc, moi, ça me touche beaucoup, tu sais, de pouvoir me dire, OK, à travers cet inconfort que je ressentais depuis fort longtemps, moi qui pensais que je n'étais pas correcte, que je n'étais pas intelligente, parce que j'avais des dictées de moins 75 à l'école, que je pourrais jamais réussir dans ma vie, puis qu'on me l'a dit maintes fois, j'ai cru ce qu'ils m'ont dit. Mais moi, je m'étais... On y croit quand on est enfant, ben oui, certainement. C'est des et puis modèles. Et puis les résultats, forcément, suivent pas. Ben Donc on croit les résultats et on croit les gens. C'est ça. Donc, les premières années, je commençais à faire la météo intérieure. J'ai rencontré des profs identiques que j'avais eus étant jeune. Et ces profs identiques m'ont donné la chance de me guérir. Ça veut dire faire face à ces gens-là, puis de les traiter avec amour et respect, mais de les aider, eux, à cheminer comme ils devraient. C'est ta mission. Très grande mission, oui. Et toi, tu voudrais en faire une mission ici sur le terrain. Donc, comment tu vois les choses? Donc, tu as cette carte, cette météo intérieure, le froid, les tornades. Donc, on a rajouté le brouillard, l'arc-en-ciel. On en parlera tout à l'heure. Comment ça peut se passer sur le terrain? Alors, c'est vrai que quand j'ai découvert moi, les outils de Manon, ça m'a fort touchée et fort parlé. Pourquoi? Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir accueillir toutes les émotions sans jugement, ça me parle beaucoup. Et aussi, cet outil-là, ça ne s'adresse pas uniquement aux enfants. C'est-à-dire que ça s'adresse aussi aux adultes qui accompagnent les enfants. Donc il y a une continuité dans le travail. C'est ça qui m'intéresse à travers cette approche-là. Moi, j'ai développé le projet qui s'appelle « Parle-moi de tes émotions ». Qui souhaitent vraiment travailler simultanément, donc avec les enfants, les enseignants et les parents, pour qu'il y ait vraiment une continuité dans ce travail-là. Parce que je pense que uniquement venir comme ça faire des ateliers qu'avec les enfants, pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si les adultes qui sont là et qui passent beaucoup de temps avec eux ne sont pas sensibilisés à cette approche, ça n'ira pas. Ne font pas un travail, on va dire, de pleine conscience, de pleine attention sur eux-mêmes, à un moment donné, ça va bugger, quoi, ça va pas accrocher. Donc vraiment, pouvoir sensibiliser tous les acteurs par rapport à ces questions-là de la pleine conscience, de ce travail-là, sur les émotions. Je pense que voilà, je suis vraiment dans cette approche-là. Et qu'il y ait aussi des indicateurs. Parce que ça, je pense que ça manque cruellement quand même au niveau de la Belgique. Parce que bon, au Canada, tu as quand même... l'Université du Québec qui étudie l'impact de ces outils-là sur les enfants, sur les enseignants, sur le niveau de stress, etc. Et donc l'idée, ça serait qu'en Belgique également, il puisse y avoir des indicateurs, on va dire objectifs, qui puissent mesurer l'impact de ces outils-là sur les enfants, sur les enseignants. Des indicateurs de bien-être, etc. Et du coup, d'apprentissage aussi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a mieux appris? Est-ce qu'on a ouvert son esprit à une autre forme d'intelligence? Et puis, comment se passe le climat classe aussi? Est-ce qu'il y a un avant? Est-ce qu'il y a un après? L'objectif, c'est que tout le monde puisse se sentir bien. Donc, les enfants, les enseignants et les familles. Donc, en tout cas, c'est une des choses qui me motive beaucoup dans cette collaboration avec Manon. Mais c'est compliqué, les adultes. On a un peu été déformés c'est compliqué pour nous de parler de ça. Nous, on apprend avec tous les outils qui sont maintenant à disposition et tout le discours ambiant. C'est devenu bien maintenant de parler de ça. Alors, on parle de pleine conscience, mais les gens, en fait, on dit que c'est pas la pleine conscience, c'est l'attention, c'est la connexion aux éléments. Mais donc, c'est dans le lâcher prise. Mais alors, on s'ordonne de lâcher prise. Enfin, on n'a rien compris, en fait. Pour le moment, on parle beaucoup de méditation, de ces trucs un peu à la mode. Mais en fait, on le sait pas. On sait pas encore les faire. Donc, on est encore en train de mentaliser. Comment on peut faire avec les adultes, du coup? Mais c'est vrai que moi, j'ai le sentiment que quand on part, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, comme ce que tu as proposé l'exercice, parce que dans la salle, il y avait que les adultes. On est touché en tant qu'adulte quand on nous amène sur ce terrain-là un peu... parce que finalement, c'était pour parler des enfants en classe, mais automatiquement, quand on était ensemble, ça nous questionnait, nous, en tant qu'adultes, en faisant les exercices, en prenant compte de l'impact qu'on peut avoir sur les enfants. Ça nous met au travail lorsqu'on amène ça avec les enfants. Donc, moi, j'ai quand même espoir... Que les adultes s'obligent parce que leurs enfants... Parce qu'il y a les enfants autour qui finalement montrent la route. Oui, en tout cas, puissent amener ces questionnements-là, puissent être dans cet élan de travailler sur eux-mêmes pour un bien-être par rapport aux enfants. Je pense qu'avec les enfants, on amène les adultes à cheminer aussi sur ce chemin-là. Oui. Voilà.
Oui, c'est clair que de toute façon, quand on a des enfants, on n'a pas vraiment le choix. Ou quand on travaille avec des enfants, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Ouais. Un tout petit peu confrontant. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Mais je te dirais qu'il y a des parents qui sont très encadrés, là. Puis faut que ça fonctionne vraiment de façon très organisée, planifiée. Il y a pas beaucoup d'espace pour respirer. Mais donc, on a une emprise alors. Est-ce qu'on peut avoir à ce point une emprise sur son enfant? Ça me paraît... Je crois que c'est sécurisant. Ça peut être très sécurisant pour un parent d'avoir beaucoup d'emprise sur son enfant. Donc, quand on laisse plus de possibilités... c'est ça, au contraire. Si on veut l'épanouissement de notre enfant, on veut lui souhaiter qu'il puisse vivre autant de confort que d'inconfort dans toutes les expériences qu'il veut essayer de s'amener. Alors, donc, le préserver, essayer faire en sorte qu'il n'ait que du bon, ça ne va pas. La vie n'est pas ici, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, puis il y a beaucoup de... Puis, en même temps, quand tu parlais tantôt, c'est beaucoup le changement. On a tellement peur du changement. Ça fait peur, ça nous désorganise, puis il y a l'ego qui est menacé dans le changement. Tout ce qu'on cherche, là... C'est le plus dangereux. Très, très, très. Puis il y a une psychologue très reconnue au Québec qui s'appelle Sonia Lupien, elle est avec l'Université de Montréal, puis elle a fait un acronyme sur le stress, justement. Qu'est-ce qui nous stresse? On pensait tous que c'était le facteur temps, quand finalement, c'est le ciné. Donc, le C pour la perte de contrôle, le I pour l'imprévisibilité, le N pour la nouveauté et le E accent aigu pour l'ego menacé. Alors ça, c'est les 4 grands facteurs de stress qu'on a vus. C'est ça qui fait qu'on en vit tant, parce qu'on veut tout contrôler, parce qu'on a peur de la nouveauté. Encore les imprévisibilités, on n'est pas capable. Pourquoi? Pour que notre ego ne soit pas menacé. Et la météo intérieure, la première affaire qui est touchée, c'est l'ego. L'ego, il aime ça être dans le soleil. L'ego, il a besoin d'être dans le soleil, il a besoin de plaire, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être reconnu. Tu sais, fait quand on lâche prise sur ça, le sentiment, toutes les émotions, c'est qu'on fait face à tous les phénomènes météorologiques. Puis l'ego, là, lui, là, il n'aime pas vraiment ça. Il a besoin d'être dans... C'est l'ego qui n'aime pas ça. Okay, c'est très intéressant. Oui, donc il y a tout le savoir-faire. Donc on pense qu'on est dans le faire, on va contrôler. Quand finalement, il y a toute la dimension du savoir-être. Être quelqu'un, sentir, regarder, toucher, ressentir, tout ça est dans le savoir-être. C'est le sensoriel, c'est toute la couleur de la vie qui est là. Mais beaucoup mettent une croix là-dessus en disant je vais être dans tout le côté du savoir-faire pour avoir une maîtrise, un contrôle, une imprévisibilité, surtout pour que mon ego ne soit pas menacé. Ah oui, parce que lui, il est dominant et puis il croit que c'est lui qui a raison, que c'est lui le chef. Oui, puis là, moi, je m'amuse avec les adultes en leur disant, selon vous, quelle est la météo intérieure qui va mettre la tempête dans tout le mandala? Puis je niaise parce que les gens, ils disent souvent, c'est la tournade, c'est l'orage, c'est la pluie. Quand moi, finalement, ma réponse, puis j'ai pas le verdict, j'ai pas la parole, comment je pourrais dire, infuse. Mais moi, je ris parce que je dis c'est le soleil qui met le bordel dans le mandala parce qu'on veut toujours être là. Toujours dans le soleil. Aussitôt qu'on n'est pas là, on va travailler fort pour y arriver. Puis en plus, prise de conscience majeure, moi, j'ai réalisé avec ce beau projet-là que je travaillais pas juste sur mon soleil, je travaille sur le soleil des autres. C'est contagieux. Je veux que mon enfant soit heureux, je veux que mon conjoint soit heureux, je veux que tout le monde soit heureux. Fait que je travaille du soleil pour tout le monde. C'est ça, c'est une injonction permanente de vouloir être heureux. Puis... Il y a des gens... C'est la mode, c'est poster Instagram, Facebook, soyez heureux, saisissez, machin. T'as pas le droit d'être malheureux, t'as tout. Si, en fait, j'ai envie d'être triste aujourd'hui. Fait que c'est du grand dépouillement. J'ai envie de déprimer. On se dépouille pour je suis pas bien, je vis avec, ça se passe très bien, je suis pas bien. Et voilà. On va terminer par un exercice. Oui, certainement. Moi, je voudrais repartir avec ça. Ben oui, la respiration de l'arc-en-ciel. La respiration de l'arc-en-ciel. C'est chouette de faire la respiration de l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, en fait, c'est l'hymne du confort et de l'inconfort. OK. Parce que dans le fond, il y a la pluie et le soleil en même temps réunis. Et c'est grâce à une demoiselle en 4e année, ça veut dire elle a 10 ans, qui me disait qu'elle, depuis qu'elle était consciente de la météo intérieure, c'est que elle a pris conscience qu'elle avait beaucoup de tristesse à l'intérieur d'elle parce qu'elle avait des parents qui étaient en train de se séparer, puis tout, tu sais, au niveau de la famille, c'est difficile. Puis elle a dit, en tout cas, avec la météo intérieure, moi, j'ai compris que j'étais beaucoup dans la pluie. Puis là, je me suis donné le droit d'être dans la pluie. Puis ça, là, ça a fait naître en moi l'arc-en-ciel. Oh, c'est trop beau! Puis elle a dit, là, à cette heure, je le sais que quand je suis dans la pluie, je le sais là, qu'il y a des amis qui sont ensoleillés. Elle dit, là, je me permets d'aller les voir. Puis elle dit, sais-tu qu'est-ce que ça fait, le soleil puis la pluie en même temps? The rainbow, l'arc-en-ciel. Alors, c'est là qu'est née la fameuse respiration de l'arc-en-ciel pour une notion de confort dans l'inconfort. Ça va rester le mot. Alors, comment on fait? Comment on fait? Donc, on inspire en montant les épaules vers les oreilles. J'inspire en montant les épaules. Et j'expire en A.
J'inspire encore une fois. Une dernière fois en laissant le mental de côté. J'inspire. Et puis moi, là, en terminant, ce que je voudrais rajouter, c'est juste la notion du ciel qu'il ne faut pas oublier. Parce que quand on est capable de devenir conscient qu'on vit les émotions puis qu'on veut lâcher prise, c'est que la notion du ciel apparaît. La notion du ciel, ça veut dire qu'il n'y a aucune météo, à ce que je sache, des météos de tremblements de terre, de tornades, ont détruit la Terre. C'est jamais arrivé, mais ils ont détruit la Terre, peut-être, comment je pourrais dire, les bâtiments, ça a eu des impacts très précis sur la Terre, mais sauf que dans les airs, au niveau du ciel, le ciel n'a jamais été détruit. Le ciel n'a jamais été détruit par des phénomènes météorologiques. Donc, ça veut dire que dans le ciel, il y a de l'espace pour tous les météos. D'accord? Ça veut dire que si moi, je m'aperçois que je suis dans une météo instable, si je fais juste me poser la question, si je m'aperçois que je suis dans une météo instable, où suis-je? Si je m'en aperçois, ça veut dire que je suis dans le ciel. Et j'ai repris de la hauteur. Voilà. Et donc là, on a fait la respiration arc-en-ciel. Oui, mais oui. Donc la respiration de l'arc-en-ciel, c'est ça. Ça nous permet d'être dans une notion ciel. Donc en faisant ça, on remonte vers le ciel. Puis on défusionne avec l'émotion, le sentiment et surtout le blablabla dans notre tête sous forme de pensée. Diffusion, je suis dans le ciel. Et le ciel, sky's the limit. Il n'y en a pas de problème, hein? Il y a de l'espace en masse. Donc, donc dans le ciel, il y a de l'espace. C'est pas pareil quand je l'ai dit, hein? Il y a de l'espace. Il y a de l'espace en masse. Oh, j'adore! C'est magnifique. Et puis, il y a cette notion d'émerveillement aussi, que j'aime beaucoup avec l'exercice que tu proposes de l'arc-en-ciel. Le fait de s'émerveiller aussi. Avoir c'est la notion de plaisir à travers ce projet-là, c'est la première chose qui est sur la liste. Avoir du fun. Faut qu'il y ait du plaisir parce que se vivre, c'est ça. Faut être dans le plaisir par rapport à ça. Quand la notion de contrôle disparaît, là, on commence à rire de nous. Puis là, on commence à trouver ça drôle. Super. Merci Manon. Merci Salima. C'était un chouette moment.